ce mérite de donner, avoir une vision du système de santé à 10 ou 15 ans et de finalement projeter un certain nombre d'éléments, d'évolution sur lesquels tous les acteurs puissent maintenant se positionner en disant mais par rapport à ce qu'il y a dans le rapport de HCAM, moi je pense que, etc. Et je trouve que cette dimension prospective finalement c'est quelque chose qui manquait et qui a permis aussi d'ancrer la réflexion et de l'ancrer voilà, sur la base d'éléments que tu vas nous présenter. Et un grand merci vraiment d'avoir accepté de venir à ce tour d'horizon. Alors juste pour te dire, le tour d'horizon, c'est l'ensemble de... On propose 4 fois par an à peu près. L'idée c'est voilà, qu'on fasse intervenir à l'agence des personnes qui amènent un éclairage nouveau et puis du coup il y a une présentation et puis un échange. À toi la parole. Oui. J'espère que ça va aller parce que j'ai une espèce de rhume envahissant depuis hier soir. Un mot avant de commencer la présentation sur finalement la production de cette contribution du HCAM. Sans revenir sur ce que tu as dit sur ce qu'est le HCAM, pour dire que le HCAM s'est emparé de l'idée de faire une contribution au moment où le Premier ministre à Aubonne a ouvert une séquence de concertation et donc c'était assez difficile d'imaginer que le Haut Conseil, qui est le lieu de la concertation sur la santé, ne s'exprime pas. Et donc il y avait eu dans le démarrage de ce travail, deux exigences qui avaient été posées par les membres du HCAM. C'était l'idée de faire des propositions qui aillent au-delà des orientations consensuelles habituelles qui donnent des rapports, bien dire, un peu langue de bois. Et donc on avait dit, on va essayer, ce qui pour nous est une première, dans le champ de la santé, je ne sais même pas si c'est pas totalement une première, de se dire on va aller au bout des orientations proposées, même si à un moment donné on sait qu'il va y avoir des désaccords. L'autre exigence, ça avait été d'essayer d'être concret. C'est-à-dire là aussi de se dire, on ne se contente pas de poser une orientation, on essaye de la traduire concrètement. Donc ces deux, voilà, c'était les deux contraintes que nous nous étions données. Il faut d'ailleurs ce rapport, un rapport qui est dans une forme, si certains ont la curiosité de le regarder, un petit peu inhabituel par rapport à la prose que nous produisons. Le deuxième élément notable, c'est la brièveté du délai, parce qu'on a fait ça en 2 mois. Et le troisième élément qui n'était pas tout à fait attendu, enfin en tout cas qui pour moi était un élément de surprise, enfin un peu quand même, c'est le fait que quand on a commencé à dire on est prêt à exprimer les désaccords, pour sortir une espèce de truc là, à la fin qui est nauséeux pour tout le monde, là, alors on enfile un système d'égalité accessible, on était plutôt parti, enfin quand les discussions ont commencé, sur l'expression de position des différents acteurs autour de la table du HCAM, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui, eux, ont un schéma de moyen terme assez construit et assez clair, alors global ou partiel, mais bon. Et le fait, là-dessus je voudrais insister, parce que ça c'est un fait politique qui me paraît vraiment majeur, c'est que dans ce laps des 2 mois pendant lesquels on a travaillé sur cette contribution au HCAM, finalement un certain nombre de composantes du HCAM ont bougé par rapport à ce qu'est leur position institutionnelle, pour dire finalement, les termes d'une des composantes, je me dis, il y a plus de choses qui nous intéressent dans cette contribution que de choses sur lesquelles on est en désaccord, et donc on la soutiendra. Et donc en fait, il y a eu un mouvement par rapport à cette contribution. Alors d'une part, les grandes confédérations syndicales,
qui ont considéré que la contribution telle qu'elle était formulée les intéressait énormément, notamment à travers cette idée, je vais revenir, du réseau de proximité, voilà, une espèce de rupture par rapport à la tendance à la concentration de l'offre. Et l'autre fait tout à fait significatif, ça a été que les syndicats de médecins libéraux ont non seulement dit, voilà, on n'est pas opposé, mais on soutient. Alors, ce qui là aussi n'était pas tout à fait naturel, parce que vous verrez que dans ce que j'ai, la contribution, il y a des éléments de contrainte pour les médecins libéraux, enfin, si on applique vraiment le schéma, qui sont très forts, et pas du tout évident. D'ailleurs, on commence à le voir maintenant, qu'il s'agit qu'on est au pied du mur. Et donc, le fait que les grandes confédérations, CSMF et MG, disent on soutient, et était pas du tout, enfin, n'allait pas de soi de la part de la CSMF, qui incarne quand même, comme vous savez, plutôt des médecins assez âgés, qui ont tellement envie que les choses changent. Et du côté de MG France, il y a un très fort courant pro-MSP, et qui au fond porte l'idée que c'est à partir des MSP qu'on va restructurer la proximité, ce qui n'est pas tout à fait ce qui est proposé dans la contribution. Donc ce qui veut dire que, voilà, ça c'est un point, je pense, qui est important, c'est que cette contribution, elle a réuni un consensus. Alors hormis, comme vous savez, la FHF sur le sujet des GHT, j'y reviendrai, mais la FHF qui par ailleurs sera mis à faire cette proposition, enfin, avec simplement la difficulté sur l'objet GHT. Voilà, donc avec, pour le coup, c'est une contribution qui est vraiment une contribution particulière, voilà, au sens où les acteurs se sont dit il faut qu'on saisisse cette occasion pour proposer quelque chose qui, voilà, qui ait un sens pour nous, quitte à abandonner notre posture Alors, maintenant, je vais faire un mot de, voilà, à partir de quelques constats, alors qui ont été, c'est joli, passé avant le Big Bang, voilà, donc, voilà, quelques constats sur le modèle historique à dépasser. Alors ça, je repasse quelques slides, je ne vais pas m'attarder, qui ont été vus et revus au HCAM. J'ai une exposition un peu structurée finalement, une espèce de pensée sur le système actuel. D'abord sur l'interrogation de le virage ambulatoire. Est-ce qu'on a fait un virage ambulatoire? Alors, quand on regarde les grandes tendances, on se dit on a fait un virage ambulatoire de l'hôpital. Donc, on voit la structure ici, et si on regarde par les dépenses, vous voyez en bleu les soins hospitaliers, en rose les soins de ville, en vert le médicament. Donc, on voit, ce qui frappe quand même, c'est sur la longue période, une fixité assez extraordinaire, finalement, des parts de marché, si je peux dire, de chaque acteur. Là, les courbes, je ne vais pas les détailler, mais on peut s'intéresser à la courbe bleue, la deuxième en partant du haut. Ça, c'est la croissance de l'hospitalisation de jour. Et en bas, orange, c'est la baisse des hospitalisations complètes. Donc on voit le développement de la chirurgie ambulatoire. Et puis, un phénomène explosif, la courbe verte, c'est l'accroissement des passages aux urgences hospitalières. Alors, qui est en accroissement spectaculaire. Si on regarde le nombre de prises en charge non programmées, la grande masse des prises en charge non programmées, elle se fait quand même en ville. Enfin, il faut faire attention de ne pas confondre le nombre et la tendance. Et alors, le petit dodane, là, pathétique au milieu, c'est l'activité de médecine générale. Donc, ce qui veut dire que depuis 1994, le moment où on a dit priorité aux soins primaires, priorité à la médecine générale, voilà ce qui s'est passé. Donc on a, voilà, donc ce schéma a été beaucoup discuté depuis 3 ans au HK pour dire on a des évolutions spectaculaires dans chacun des secteurs. Personne ne va nier que l'hôpital n'ait connu une mutation tout à fait extraordinaire au cours de cette période. Les soins de ville aussi, à travers la spécialisation, je vais y revenir, des médecins, la mobilisation des examens complémentaires. Mais la structure du système, elle est fixe, à l'exception, au sein de l'hôpital, dans la période récente, la chirurgie ambulatoire,
et l'accroissement des arrivées aux urgences qui peut être vu comme malheureusement un symptôme pathologique du dysfonctionnement du système. Donc ensuite, voilà, le dit virage ambulatoire, c'est un virage de l'hôpital. Deuxième élément, alors c'est une carte, enfin j'aime bien ces cartes, les cartes sont faites par Olivier Lacoste, qui sont très intéressantes, ce sont des cartes sur la polarisation de l'offre. Alors là, c'est la polarisation à une échelle moyenne en orange, et la polarisation de la proximité, donc en évolution. Ces cartes, je ne vais pas les commenter, hein, mais elles montrent ce qu'il appelle les phénomènes de crunch, c'est-à-dire des phénomènes de concentration de l'offre. Et donc, qui dit concentration de l'offre veut dire qu'à côté des endroits où l'offre est concentrée, ben, on fabrique du vide. Voilà. Et donc, on a des espèces de trajectoires, des trajectoires territoriales divergentes qui aboutissent à des tensions et à des inégalités que, dans notre système très hiérarchisé, on ne sait pas corriger. Troisième élément de constat, dans l'évolution actuelle, donc le troisième élément, c'est la spécialisation ou surspécialisation. Alors, on pourra en reparler. Je pense que, bien sûr, il est loin de nous l'idée de dire, d'être nostalgique de la médecine de papa en disant c'était mieux quand même, on ne s'est pas spécialisé. Parce qu'il serait quand même stupide, puisque l'accroissement des connaissances, l'évolution des techniques appelle de la spécialisation, évidemment. Après, on peut s'interroger sur les formes que prennent cette spécialisation, voire des phénomènes de ce qu'on a appelé surspécialisation. Alors, en vert, vous avez les cours relatifs aux médecins généralistes, en rouge, celles aux médecins spécialistes. Donc, vous voyez que 91, enfin, moi je me souviens, parce que je faisais bien, on a dit vive le médecin généraliste. À l'époque, on avait beaucoup plus de généralistes que de spécialistes. On a dit pendant toute cette période, vive le médecin généraliste. Eh bien, en 2000, les spécialistes numériquement sont devenus plus nombreux que les généralistes, et en projection, dans les projections d'adresse, on estime que ça n'a aucune raison de s'arrêter. Alors ici, ce sont les densités, voilà. Donc on a un phénomène de spécialisation continue qui pose des problèmes de coordination croissante, puisqu'évidemment, plus les spécialisations sont fines, plus les problèmes de coordination se posent, avec quand même une interrogation par rapport à un certain nombre de prises en charge, notamment de personnes âgées, de malades polypathologiques, de savoir si cette évolution, voilà, comment va-t-elle s'accorder avec des besoins de prise en charge qui vont nécessiter une forme de polyvalence, soit à l'intérieur de certaines spécialités, soit une polyvalence générale. Donc ça, c'est un sujet qui est beaucoup débattu au HCAM, notamment dans le chantier médecine spécialisée. Voilà. Donc trois éléments dans, je vais très rapidement résumer. Le phénomène, donc là finalement, un virage ambulatoire qui s'est résumé à le développement de la chirurgie ambulatoire, une polarisation géographique et un phénomène de spécialisation continue, des tendances qui sont à l'origine d'une triple crise. Crise du système mis en place dans les années 60-70 à l'issue de la réforme de Bray, et il est clair, notamment les courbes qui montrent l'explosion des urgences, on voit bien que les difficultés de la ville, l'insuffisante structuration de ce qui est en ville, en ambulatoire, alimente la crise hospitalière avec, en transformant les hôpitaux les plus spécialisés en des hôpitaux qui vont intervenir à tous les niveaux de recours, du premier au troisième recours via les urgences. Alors, ce qui au début a pu leur paraître intéressant parce que c'est une manière d'assurer le recrutement, maintenant ça devient un facteur de dysfonctionnement majeur. Et symétriquement, les défauts de fonctionnement d'un hôpital très tourné vers lui-même alimentent les difficultés à fonctionner d'une médecine de ville quand elle est confrontée à des patients chroniques. Et très bien, nous, de toute façon, une fois que le malade est passé dans la case d'hôpital, on ne sait plus le suivre. Voilà. Donc on voit bien qu'on a une crise de système. Enfin, si je rajoute le médico-social, je peux faire le tableau complet. Et donc une crise dans laquelle, pour le HCAM, il n'est pas possible de régler les problèmes d'un secteur sans régler les problèmes de l'autre. Et donc, c'est d'où la difficulté qui est d'être obligé de penser l'ensemble si on veut être capable de proposer des scénarios d'évolution crédibles
besoin de vision cohérente de l'ensemble. Une crise territoriale, je ne vais pas y revenir, je l'ai dit tout à l'heure, donc avec ces tensions sur les territoires qui sont relativement récentes, mais bon, sont pour le coup à l'origine de difficultés majeures et surtout d'une crise de confiance dans le système et une crise de sens, aussi bien pour les professionnels que pour la population. Alors, ce constat assez, qui était assez noir, mais vraiment partagé par toutes les composantes du HCAM. Alors, après, on peut toujours gloser, est-ce qu'il y a une crise ou un sentiment de crise? Enfin, il est sûr qu'il y a un sentiment de crise, tout à fait partagé par tous, donc qui a conduit le HCAM à dire nous soutenons un scénario de rupture par rapport à quoi? En fait, de rupture par rapport aux évolutions que j'ai décrites, c'est-à-dire toujours plus de concentration, toujours plus de spécialisation, le maintien d'un modèle qui est le modèle issu de la réforme de Bray. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il faut rompre avec ce modèle et trouver le moyen d'arrêter cette tendance délétère à la concentration et à la polarisation de l'offre qui aboutit à des situations qui ne sont plus conformes aux besoins de la population. Donc, pour construire le scénario de rupture, le choix a été fait de partir des services à rendre à la population. Alors, vous allez me dire, enfin, les plus anciens vont dire, voilà, ça recommence à viser les besoins. Donc, on a tous fait ça, bien sûr, on fait tous des trucs pour satisfaire les besoins de la population. Bon, maintenant, les nouveaux vocables ont plus besoin du service. Alors, ça peut être ça, malheureusement, on est capable de développer une espèce de discours un peu esthétique sur les services, étant l'avatar des besoins. Pour nous, ces raisonnements en termes de services, on l'a pris vraiment comme quelque chose de très structurant dans notre réflexion et dans un sens fort, c'est-à-dire dans le sens de service, c'est-à-dire, je vais y revenir, pour nous, un des chantiers à mener, il est bien d'être capable de définir ces services, de dire, voilà, quel service je veux rendre sur un territoire, à quelle population. Alors, on en a d'une certaine manière un exemple, l'expression en termes de service, c'est quand on dit moins de 30 minutes pour les urgences, c'est raisonner en termes de service et non pas d'organisation. C'est-à-dire qu'après, je dis, je veux une prise en charge en moins de 30 minutes, ensuite, je me demande comment je m'organise pour atteindre ce résultat qui est un service rendu à la population. Donc l'idée, c'est de se positionner dans cette typologie et vous verrez comment ça nous a aidé à construire le schéma qui a été proposé. Donc raisonner en termes de services à rendre à la population, ça veut dire finalement ne pas partir des offreurs et en particulier de ne pas partir des aires de chalandise des offreurs. Car la question que nous nous posons, c'est pas que diable un hôpital va pouvoir faire pour les habitants de son territoire. Ou que va-t-on pouvoir faire un EHPAD, faire un EHPAD pour les gens qui sont dans son aire d'activité. Donc pour illustrer et concrétiser ce propos, nous avons proposé de raisonner à partir des bassins de vie au sens de l'INSEE, en disant les services à rendre à la population se raisonnent, se réfléchissent, se conçoivent au niveau du bassin de vie de la population. Et pour nous, il y a à distinguer deux types de services. Il y a les services qu'il faut rendre partout et pour tous, qui renvoient à une notion de proximité. Qu'est-ce que tout le monde doit avoir comme service à proximité partout sur le territoire. Et puis, des services plus spécialisés qui nécessitent des regroupements de moyens pour pouvoir assurer correctement leur mission. Donc, au fond, la projection qui est proposée à un horizon de moyen terme, c'est une projection d'une différenciation du système de santé, darwinien, on va dire. Aujourd'hui, on a un système qui est très homogène finalement, puisqu'il est centré sur l'hôpital, et dans l'hôpital les CHU, qui produisent finalement des médecins qui vont ensuite se répandre autour d'eux pour assurer, comme on dit, quand on est à l'hôpital d'Amérique, voilà, il y a une forme d'homogénéité aujourd'hui qui est assurée par la formation produite
les CHU, par les méthodes de traitement, les examens qui sont de même nature et qui se développent partout sur un registre de médecine plutôt technicienne d'ailleurs. Donc on voit bien que c'est un modèle qui aujourd'hui est assez homogène dans sa... Voilà. Et donc là l'idée c'est de dire, dans une étape à venir, il faut différencier le système et imaginer qu'il y ait deux pôles de ce système. Un pôle qui est en proximité pour délivrer des services, et je vais y revenir en proximité, et un pôle dans lequel je vais davantage avoir des réflexions en termes d'efficience, de masse critique d'équipe, de réunion d'équipements et d'équipes capables de fournir des services spécialisés qui sont dans un autre type d'activité et de production, si je peux employer ce mot. Alors, à partir des services à rendre à la population et non de l'offre de soins, on a essayé, parce qu'on est toujours dans cette idée d'être un petit peu concret, et de donner une idée de ce que ça pourrait être cette idée. Donc, dans les services à rendre en proximité, il pourrait y avoir que toute personne sur la place à vie ait accès à un médecin traitant, ait accès à une consultation dans les délais appropriés et à l'expertise spécialisée nécessaire. Donc après, ça peut se déterminer par pathologie, c'est-à-dire les médecins d'un territoire et établissements se mettent d'accord pour faire en sorte que quelqu'un qui a un problème cardiaque ait accès à une équipe spécialisée, ce qui veut dire être capable d'identifier sur le territoire quelles équipes existent, qu'est-ce qu'elles font, comment le relais va être pris, avoir accès à un cas de pathologie chronique à une équipe constituée qui va être capable d'assurer un suivi, avoir accès à de l'éducation thérapeutique, avoir aussi accès, donc ça c'est le sujet de l'accès aux soins les plus spécialisés dans des conditions égales partout et pouvoir vivre ces derniers jours chez soi si tel est son but. Alors, je ne vais pas m'attendre, on peut y revenir, donc ensuite si vous voulez. Il y a de grands développements qui sont consacrés dans le rapport à des questions de valeur, d'implication, de rôle des professionnels sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre, mais qui pour nous sont très importantes. Donc on a essayé d'indiquer dans ce schéma où on raisonne en termes de logique de service qui se déploie, quel rôle actif peut-on donner aux usagers d'une part, aux professionnels d'autre part, l'idée étant d'être dans un processus, et j'y reviendrai, qui n'est pas simplement top-down, dans lequel d'en haut on dit à chacun ce qu'il va faire merveilleusement. Donc pour les usagers, on a de nombreuses propositions qu'on avait déjà formulées et sur lesquelles on va retravailler. Donc c'est la question de l'accès aux informations, des outils d'information interactifs pour les patients, donc de tous les dispositifs qui permettent de passer, si on fait l'histoire des droits des usagers, du droit de l'usager façon loi 2002, la représentation de l'usager, et maintenant il nous semble que l'usager doit être co-décideur, co-constructeur, et ça pour le coup on en est loin. Alors qu'on sait que, là pour le coup, pour regarder à l'étranger, ça existe dans d'autres pays. Deuxième élément, s'agissant des professionnels, donc adapter les valeurs des professionnels à notre temps. Et donc le HCAM a proposé l'abrogation de la charte de la médecine libérale, en tout cas interpeller l'ordre des médecins, et considère là aussi que si on veut que la transformation proposée se fasse, on ne peut pas la faire si on a sur le territoire que des médecins qui sont, acupuncteurs, hypnotiseurs, qui font à peu près ce qu'ils veulent quand ils veulent. Donc ça veut dire que, et là j'y reviendrai, que le schéma ne marche que si à tous les niveaux, macro, méso, microscopique, il y a une cohérence, et qu'il y a un engagement possible à tous les niveaux, de la sphère individuelle à la collectivité des acteurs. Donc ça suppose de réviser les valeurs professionnelles. En tout cas, nous ont dit que on n'était pas très loin du serment d'Hippocrate, puisque ça existe aussi, c'est dans la littérature internationale, dans l'organisation déontologique au niveau international. Donc d'avoir un socle de valeurs communes à tous les professionnels, intégrant l'égalité et la justice sociale, le travail collectif, qui aujourd'hui ne fait pas partie des valeurs professionnelles,
la primauté et le respect du patient, la compétence et la médecine fondée sur les preuves, ça on y reviendra peut-être, pour nous ça va être un grand cheval de bataille, la gestion raisonnée des ressources limitées du système de santé. Voilà. Alors, avant de détailler le schéma, donc en fait ce schéma de rupture il consiste à dire qu'il faut qu'on ait un réseau de proximité articulant des acteurs en proximité. Vous allez voir que ce sont des acteurs ambulatoires et hospitaliers. Dans ce réseau de proximité, il faut mettre fin au cloisonnement institué dans les années 70, cloisonnement qui, après la loi handicap de 75, séparait médico-social et sanitaire, qui maintenait le cloisonnement entre prévention et sanitaire. Donc là, dans notre idée, le réseau de proximité doit être décloisonné, c'est-à-dire qu'il va inclure et intégrer des offres de prévention, de soins et de réhabilitation médico-sociale. Et puis de l'autre côté, donc, il s'agit de consolider les moyens les plus spécialisés, les plus lourds. Alors, le réseau de proximité d'abord. Alors, le réseau de proximité. Alors, dans le réseau de proximité, en fait, il y a d'une part des soins ambulatoires dont on a proposé qu'ils soient structurés à l'intérieur des communautés professionnelles territoriales de santé créées par la loi Touraine. Et d'autre part, des soins avec hospitalisation. Alors, c'est ça qui nous a valu une gloire instantanée, puisqu'on a dit qu'il faut arrêter de fermer les hôpitaux de proximité et il faut maintenir une offre, alors je vais revenir ensuite, une offre de soins hospitaliers, alors je vais m'en expliquer, fonctionnant sur un mode communautaire, ça c'est important, en proximité. Et voilà, évidemment, tout ça étant décloisonné. Alors, pour répondre à quels besoins, quel est l'objectif de ce réseau de proximité? C'est les besoins de la santé globale au terme de l'OMS, intégrant soins de prévention médico-sociale, intégrant une vision collective de la santé et pas simplement individuelle, et avec l'objectif de réduction des inégalités. Et tous les exemples étrangers montrent que ce sont les pays qui ont des réseaux de proximité très structurés qui sont capables, ce que nous sommes manifestement incapables de faire actuellement, d'avoir une politique efficace de réduction des inégalités de santé. Parce que le paradoxe, c'est que la France est plutôt moins inégalitaire socialement que beaucoup de pays étrangers, alors qu'elle n'est pas très bonne, enfin même mauvaise, sur le terrain des inégalités de santé. Alors, dans ce réseau de proximité, comme je le disais, il faut qu'il y ait un engagement, puisque le réseau de proximité, il va se structurer pour rendre des services en proximité. Enfin, donc, il faut que les gens et les structures qui sont incluses puissent dire, voilà, on s'engage à rendre un certain nombre de services. Et c'est là, et je pense que ça, c'est l'élément qui était, je dirais, très nouveau, et pour le coup pas si évident que ça, accepté par les médecins libéraux, c'est consiste à dire que du coup il ne s'agit pas simplement de créer des CPTS, parce que malheureusement on se souvient, on a créé les URML, on a créé les URPS, on sait créer des espèces de structures qui sont, alors on ne dit pas que ça ne sert à rien, mais enfin, ce sont des lieux d'échange de coordination, mais derrière leur capacité à faire vraiment quelque chose est limitée. Et d'où l'idée, qui était vraiment, je pense, très nouvelle dans la contribution, de dire, oui, il faut qu'il y ait un engagement sur un territoire, donc il doit être comporté par la CPTS et l'établissement de santé en charge de la proximité, les établissements en charge de la proximité pour ce territoire. Donc ça, c'est le niveau, je dirais, la superstructure. C'est là où on sait généralement la faire. Voilà. Après, le problème, c'est, oui, mais imaginons que cette superstructure dise des trucs merveilleux, tous les diabétiques auront accès en ville à des programmes d'éducation thérapeutique structurés, une équipe articulant le généraliste avec l'endocrino quand il faut, etc. Là, pour que ça marche, il faut que derrière, il y ait des généralistes, il y ait des endocrinologues, il y ait des hôpitaux qui sont susceptibles de jouer le jeu. D'où cet engagement au niveau superstructurel doit être articulé avec l'engagement des regroupements
pluriprofessionnel, on a affirmé que l'exercice isolé n'était plus pertinent. Donc ça veut dire que les MSP d'un territoire, les centres de santé d'un territoire, les pôles de santé doivent s'engager. Et enfin, les professionnels individuellement également. Ce qui veut dire que dans notre idée, la nouvelle organisation, elle doit aboutir pour les professionnels libéraux notamment à un double contrat. La Convention nationale, que personne pour le moment ne propose d'abroger, et une contractualisation locale, c'est-à-dire que je suis conventionnée avec l'assurance maladie parce que je suis un professionnel conventionné, mais en même temps, je contracte avec ma CPTS pour m'engager sur les projets de la CPTS. Alors, là aussi, pour essayer d'être concret, d'ailleurs, c'est une certaine postérité, mais enfin, moi, je n'ai pas de fétichisme sur les chiffres, on s'est dit à quel niveau on met des CPTS. Alors, on a essayé de réfléchir, on s'est dit, selon que le territoire est rural ou urbain, ça peut être des mailles de 30 à 100 000 habitants. Ça se discute évidemment. Et ça aboutit, quand on raisonne de cette manière-là, à dire qu'il faut créer à peu près un maillage de 1000 CPTS. Donc notre idée, c'est un maillage exhaustif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit sans CPTS, et puis il n'y a pas non plus d'endroit où des petits malins font 2 CPTS concurrentes sur le même territoire, ce qui est toujours concevable. Donc c'est un lieu de concertation et de coordination de tous les professionnels du territoire, d'interface avec les établissements. Donc on se dit que dans cette organisation-là, on peut enfin traiter le sujet vie d'hôpital, qui aujourd'hui est ingérable, parce qu'on ne peut pas contracter à chaque généraliste avec l'hôpital, alors que là, si on a des entités organisées, là pour le coup, on commence à avoir un dialogue qui peut se structurer entre l'ambulatoire et l'hospitalier. C'est cette CPTS qui doit être le support de l'intégration avec le médico-social notamment, la PMI, la médecine scolaire, les services de santé au travail. Et enfin, on imagine que la CPTS puisse contracter avec les ARS, évidemment, mais aussi, donc, il y a des propositions sur lesquelles on continue de travailler, de modifier, d'évolution des contrats locaux de santé, qui pourraient être aussi mobilisés comme un outil de la contractualisation territoriale. Alors, dans les CPTS, ce qu'on conçoit, c'est d'avoir, bien sûr, ça c'était la position historique, non, c'est juste avant, c'est d'avoir les soins primaires, mais voilà, la nouveauté par rapport au schéma habituellement porté, il faut structurer les soins primaires, grosso modo, et puis l'hôpital, et puis le reste, pas tellement discours. Donc là, le schéma propose de dire, dans cet ensemble, il faut structurer évidemment les soins primaires, mais aussi une partie des soins spécialisés dont on a besoin à proximité. Et c'est là que le raisonnement à travers les services à rendre est important. C'est-à-dire que on se dit, on a beaucoup raisonné à partir du cas des personnes âgées qui est plus compliqué. On se dit, une personne âgée, si on veut pouvoir la maintenir à domicile, éviter qu'elle passe son temps à aller dans des services hospitaliers où elle a fait sa place, on a besoin d'avoir des spécialistes qui vont pouvoir intervenir, y compris à domicile. Donc ça, c'est même une question, la question des visites, sur laquelle je pense qu'il faut continuer de travailler, qu'on travaille, se pose. Donc on se dit, il faut évidemment des moyens d'imagerie de biologie mobilisables, les acteurs de la prévention, et le médico-social. Pour nous, les EHPAD, les services de soins à domicile, ils sont dans ce réseau de proximité. Et dans les travaux à venir, je pense qu'un des objets de réflexion, ce sera de savoir comment peut-on favoriser l'organisation de regroupements intégrant des acteurs des soins primaires et du médico-social. On voit à l'étranger, notamment les Anglais qui évaluent beaucoup ce qu'ils font, qui disent que finalement dans les regroupements divers qui existent, pour eux, ceux qui ont vraiment la plus-value sociale la plus forte, dont on peut évaluer positivement les résultats, ce sont des services qui intègrent des soins primaires et du médico-social. Voilà, donc voilà les CPTS. Alors comment donc j'ai déjà dit une double contractualisation donc nationale et avec la CPTS,
Et pour nous, la CPTS, c'est pas simplement une énième commission. Donc on imagine que la CPTS, elle soit dotée de pouvoirs juridiques, éventuellement qu'elle ait des moyens financiers, enfin en tout cas des moyens minimum de fonctionner, enfin et de faire des études, de la Cour des réunions, etc. Imagine que le DPC soit mobilisé dans ce cadre. On imagine aussi que l'adhésion à la CPTS conditionne l'accès à toutes les facilités d'exercice, voire des rémunérations nouvelles dévolues à partir de, pour l'avenir, aux professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on conditionne le fait d'avoir des nouvelles conditions d'exercice, assistants des cabinets, etc., pour lié au fait que le professionnel et sa structure d'exercice s'engagent dans le projet de la CPTS. On imaginait, enfin dans le rapport, on a aussi proposé que tous les outils qui sont aujourd'hui à la main des ARS au titre du, je ne sais plus comment ça s'appelait, territoire, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ça change de nom tout le temps, enfin, pour attirer des professionnels dans des territoires désertifiés. Donc nous on a proposé que ça soit mis à la main des CPTS. C'est-à-dire qu'on donne aux CPTS vraiment un rôle de régulation à un niveau local et pas simplement voilà, d'une espèce de conseil réunissant quelques professionnels. Alors, les soins hospitaliers en proximité, donc ça c'est vraiment ce qui a beaucoup intéressé. Donc, alors, comment cette idée est venue? Parce que je ne voudrais surtout pas laisser penser que le point d'entrée, c'était l'idée d'un plan de reconversion des hôpitaux ex-locaux. Et d'ailleurs, si on gère cette affaire comme un plan de reconversion des hôpitaux ex-locaux, je pense qu'on se trompe. Comment a-t-on raisonné pour faire cette proposition? En fait, on a raisonné là aussi à partir des personnes âgées. Et on s'est dit, bon, une personne âgée, si je veux la maintenir à domicile dans les bonnes conditions, il faut que j'ai des soins primaires mobilisables, des soins spécialisés mobilisables en proximité, et aussi il faut que j'ai quelques lits. Alors des lits pourquoi? Des lits pour les situations où une personne âgée va avoir besoin d'être gardée 3-4 jours en surveillance, éventuellement repris avec peu d'examens, voilà, et surtout une présence continue, surveillante, et qui va empêcher qu'elle soit hospitalisée dans un service spécialisé. Je vais en avoir besoin aussi quand une personne âgée est hospitalisée pour une intervention et qu'à la sortie de l'hospitalisation, elle n'est pas prête pour rentrer chez elle ou revenir dans son EHPAD. Et donc là, j'ai besoin, souvent elle reste d'ailleurs malheureusement dans les services spécialisés, c'est très péjoratif pour son autonomie, mais l'idée c'est d'avoir un tampon de lit dans lequel elle va pouvoir revenir serait intéressant. Donc ça a été ça le point de départ. Donc on s'est dit on a besoin de lits en proximité, un volant lit qui n'est pas énorme, plutôt sur le registre médecine polyvalente ou SSR gérontologie. L'HAD nous a dit, mais nous on s'agrège parfaitement un ensemble de ce type. On peut imaginer dans certains endroits que ces services de proximité, ce soit le lieu d'organisation de consultations avancées en addictologie, sur l'obésité, etc. Donc là, on raisonne autour d'un bouquet de services plutôt de nature hospitalière avec un volant de lit qui puisse être mobilisé en proximité. Alors, du coup, on a fait la proposition d'identifier des établissements de santé, des établissements de santé de proximité. Maintenant, certains nous disent qu'il faudrait dire c'est un bouquet de services. En même temps, établissement, enfin, on ne passe pas le statut qui est visé, c'est bien l'idée quand même qu'il y a des lits quand même quelque part. Et il y a un plateau technique minimal en imagerie et avec accès à la biologie. Voilà, il y a de l'HAD. Donc c'est un ensemble à construire. Alors dans un certain nombre d'endroits, donc on a énuméré donc 550 à 600 établissements. Donc là on a fait un comptage à partir de la SAU là aussi pour se dire mais au fond où on les mettrait, bon, on a regardé. Bon, donc c'est à peu près ce qu'on trouve comme effectif, qui s'ajoute évidemment à des services en charge de la proximité dans les CHU, enfin dans les grands établissements qui par ailleurs font la proximité. Donc on ne propose pas de mettre en face de chaque CHU
un établissement de proximité qui va lui prendre. Même si la question, mais la question se pose de savoir dans les CHU comment on organise cette fonction de proximité. Puisque, et ça c'est le dernier point important pour nous, c'est une fonction qui doit s'exercer dans un cadre communautaire, c'est-à-dire avec un fonctionnement très intégré avec les acteurs de l'ambulatoire. Et donc c'est vraiment les moyens qui sont mis à leur service probablement qui fonctionnent avec beaucoup d'exercices mixtes. Ça peut être variable selon les cas, c'est de voir un mélange de médecins, salariés, praticiens hospitaliers et libéraux, divers exercices. Alors, deuxième pôle de l'offre, les activités de recours et de référence. Donc l'idée, c'est de les mettre en capacité de remplir leur mission en étant à la fois réorganisées et en étant positionnées sur les missions qu'elles doivent rendre et non pas le premier recours ou le deuxième recours standard comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, alors ça a été peu repris d'ailleurs, enfin je voudrais quand même en dire un mot. On a peu repris le fait qu'on a une réflexion sur les missions de ces établissements de recours ou services de recours et de référence, inspirée par la lecture du Code de la santé publique, lecture que je ne souhaite à personne. Parce que quand on lit le Code de la santé publique, c'est assez spectaculaire, c'est-à-dire qu'on lit hôpital, mission de l'hôpital. Alors vous regardez, là c'est pas long, et alors on voit l'hôpital fait tout. Donc on voit bien que dans notre système aujourd'hui, l'hôpital en fait est le bras armé de la politique de santé de l'État. Et il est conçu comme tel, c'est tel public. Donc il fait tout, c'est-à-dire de la prévention aux soins, en passant par l'accès aux droits sociaux. Enfin, il n'y a pas un sujet sur lequel il n'est pas supposé intervenir. Et de manière très bizarre, à travers cette liste qu'on a assez peu retouchée, sauf pour y rajouter, prévention, accès aux droits sociaux, etc. On n'y trouve pas tellement d'images de ce que font vraiment de plus en plus les hôpitaux. Alors on s'est dit, si on devait écrire les missions d'un hôpital comme un lieu dans lequel les gens font des séjours brefs, qui sont un moment de leur prise en charge, et pas le moment majeur de la prise en charge, comme c'est le cas en cas de pathologie aiguë ou d'intervention ponctuelle, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dirait de ce qu'est l'activité de l'hôpital? Alors on se dirait, il y a une mission de l'hôpital qui est de fournir une expertise spécialisée susceptible d'être mobilisée par d'autres. Alors on sait très bien aujourd'hui que ça c'est très compliqué à faire pour l'hôpital s'il n'est pas payé quand il fait ça, effectivement. Donc ça se fait sur un mode expérimental et puis ça s'arrête à un moment donné alors que ça devrait être une activité importante. Les hôpitaux devraient développer des activités multisites, des équipes mobiles projetées sur le territoire pour un certain nombre de soins qui devraient être rendus à proximité de la population, notamment aux séances. L'articulation entre l'établissement et son environnement, qui est vécu comme un accessoire du séjour aujourd'hui. Alors ça pouvait se concevoir quand le séjour était de 5-6 jours, c'est sûr que l'entrée-sortie c'est un accessoire. Quand le séjour dure une journée, 2, l'entrée-sortie qu'on continue de manière rigolote à appeler l'amont et l'aval, c'est difficile de dire que c'est un accessoire. Et donc il me semble que ça devient une activité en tant que telle. Et là aussi, il a géré sur un mode expérimental, exceptionnel, avec ces infirmières de coordination que l'hôpital autofinance, ne paraît pas logique. En parlant avec un certain nombre de structures hospitalières, il est apparu que beaucoup de structures se posent la question de l'introduction d'une dimension transversale, là je reviens au problème de polyvalence, dépassant l'existence d'un service gériatrique dans l'hôpital, une dimension gérontologique transversale dans l'ensemble des services hospitaliers, donc c'est un sujet en soi. Enfin, il me semble que l'établissement, comme tous les médecins spécialistes d'ailleurs, a une responsabilité dans l'organisation sur le territoire des prises en charge correspondant à son domaine de compétences, notamment en termes de coordination clinique. Alors, là, sans surprise, vous retrouvez la proposition de graduer, structurer sur le territoire l'offre en travaillant en réseau avec la proximité.
Donc, parce que, évidemment, la difficulté, c'est que si on structure vraiment un réseau de proximité, c'est comment on évite de refabriquer un cloisonnement nouveau, une espèce de ghetto de la proximité qui serait séparé voilà, des soins spécialisés. Alors, on propose, mais ça c'est sans originalité, enfin, le regroupement au niveau départemental de l'offre de médecine spécialisée, des plateaux techniques et des disciplines médico-chirurgicales. La transformation des plateaux techniques à faible activité, donc qui a été acceptée par les grandes organisations syndicales dans WACAM. Et alors ce qui est peut-être plus original, donc évidemment les prises en charge régionales ou interrégionales les plus spécialisées, ce qui est peut-être plus original, c'est nous avons plaidé pour le maintien à un niveau infradépartemental de certaines offres en psychiatrie, notamment quand on pense à la psychiatrie ou du SSL, qui est souvent d'ailleurs une hospitalisation privée SPI ou lucrative, et qui a comme intérêt de fixer des médecins spécialisés à un niveau qui est pas trop éloigné de la proximité. Donc voilà, donc l'idée d'une graduation. Et enfin, donc je termine par le GHT qui a évidemment été l'objet de débats puisque, comme vous voyez, évidemment, si on structure notre raisonnement, on se dit, ma priorité, c'est d'intégrer mon réseau de proximité et de restructurer ensuite de manière intelligente mes moyens spécialisés pour qu'ils soient efficients et qu'ils puissent marcher voilà, et retrouver des marges de développement. Alors après, la question se pose de savoir, et alors, quid des GHT? Donc il y a eu deux positions qui ont été exprimées au HCAM. Une position qui était relativement dominante, assez critique vis-à-vis des GHT, déjà, donc ce qui a inspiré la proposition qu'un bilan soit fait de la mise en œuvre des GHT. Alors, notamment, enfin, ce qui est critiqué, c'est l'existence de très gros GHT dans certains endroits dont on se demande voilà, si la taille n'est pas excessive, ou à l'inverse, de GHT qui se réduisent à un hôpital et quelques EHPAD autour. Voilà. Donc il y a une interrogation, une demande de remise à plat voilà, des GHT. Et puis plus fondamentalement, la question de savoir est-ce qu'on privilégie l'intégration horizontale de la proximité, auquel cas, alors c'est ce qui a été plutôt porté par la majorité des membres, on imagine que les moyens hospitaliers de proximité, le réseau de proximité est dans une forme de contractualisation avec les hôpitaux spécialisés de référence, ou alors on garde l'intégration de toute l'offre hospitalière dans le GHT, y compris les moyens qui se trouvent en proximité, ce qui est la position de la FHF. Voilà. Alors, c'est un débat, enfin je pense que c'est un débat complexe, d'autant plus que, comme vous le savez, un hôpital de proximité n'a pas par lui-même les moyens de son investissement, de son équipement hors GHT. Donc voilà, donc c'est un débat devant nous. Et Ma Santé 2022 l'a tranché en un certain sens en n'ouvrant pas l'évaluation générale des GHT et en maintenant la démarche GHT telle qu'elle est engagée. Et voilà les termes du débat au HCAM. Alors pour terminer, je vais dire deux mots des conditions de pilotage de la transformation, je pense qu'ils vous intéressent particulièrement. Donc on a l'idée d'un pilotage déconcentré au niveau régional, même territorial, de la transformation. Pour nous, il appartient à l'État au niveau national de fixer le cap, une stratégie, de développer des outils à mettre à la main voilà, des régulateurs locaux, mais certainement pas, pour nous, c'est certainement pas à l'État au niveau national d'essayer de faire ou d'organiser. Et donc, le niveau national a essentiellement, ça c'est très revendiqué par les organisations syndicales ou confédérales, il est gardien de l'égalité sur le territoire, voilà. Mais voilà. Ensuite, le pilotage concret pour nous appartient aux ARS et surtout à leurs délégations territoriales, en liaison avec l'assurance maladie et en liaison avec les collectivités territoriales, régions, départements, intercommunalités. Alors là aussi, une de nos originalités, c'est de plaider pour le fait de refaire rentrer dans le jeu de la gestion de notre système de santé les collectivités territoriales. On s'efforce d'exclure systématiquement. Deuxième élément du pilotage, donner des marges aux acteurs.
Alors, on a pris position contre les expérimentations en disant